Il est 13 h, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Mise sous tutelle de la FIFA en décembre 2020 par la FIFA, installation d'un comité de normalisation depuis un système de parrainage pointé du doigt par un groupe, élection du président de l'instance reportée à maintes reprises, que de péripéties, mais enfin, le bout du tunnel, le patron du foot ivoirien sera connu aujourd'hui même, l'élection a lieu ce samedi. Le gouvernement Hachi Patrick II a été formé mercredi, jeudi, le premier conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Quelques départements ministériels ont changé de main. Il faut donc passer les dossiers à ceux qui en ont désormais la charge et ces passations de charge ont démarré. Le Parlement nigérien a adopté hier vendredi le projet de loi déjà approuvé le 4 mars dernier en Conseil des ministres. Le but est de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes au Niger et dans la région du Sahel. En février, Mohamed Bazoum avait déjà donné son accord de principe pour ce redéploiement, mais il fallait obtenir l'accord du Parlement. C'est désormais chose faite. Bonjour et bienvenue. 2 ans de suspense, 2 ans de longue attente, maintes fois reportées depuis 2020 en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats. L'élection du président de la FIFA a lieu enfin ce samedi à Yamoussoukro. Drogba Didier, Diallo Idriss et Diabaté Sori ont été officiellement retenus comme candidats parmi 6 au départ. L'élection du nouveau président ne sera toutefois définitivement validée qu'une fois connus les résultats d'une enquête d'intégrité à laquelle ils doivent se soumettre. Cathy Touré du service des sports est sur place. Alors Cathy, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment à Yamoussoukro? À quelle étape de cette élection êtes-vous? Bonjour Hamza, bonjour à tous. Nous sommes effectivement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny ici à Yamoussoukro et tout se passe très bien. C'est vrai que hier il y a eu beaucoup de remous ici à Yamoussoukro, sur des rumeurs d'élimination de certains candidats, mais tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui c'est le calme et tout se déroule comme prévu. À l'entrée déjà, la sécurité est très renforcée. Non accès à la Fondation que ceux qui ont ces sésames-là, c'est-à-dire les accréditations. Depuis ce matin, on a eu droit à la cérémonie d'ouverture des assises, puisque le représentant du ministre était là, le CONOR également est intervenu. Il y a eu également l'appel des délégués, les 81 délégués, ceux qui vont décider du président de la Fédération ivoirienne de football sont là. Ils sont effectivement dans la salle et bientôt on aura droit à ce vote-là. Mais avant, ce sont les candidats à la commission d'audit qui sont en train d'intervenir afin de pouvoir procéder maintenant à leur élection. On procédera donc à l'élection du président de la commission, du vice-président et des différents membres qui feront partie de cette commission. Ce n'est qu'après qu'on aura droit aux élections du président de la Fédération ivoirienne de football. Les journalistes, les médias sont également là, en grand nombre, 60 journalistes accrédités pour cet événement. Ils sont là, les journalistes, ils suivent depuis un écran tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais à la fin, on espère avoir bien sûr, jusqu'à la fin de la journée, le président de la Fédération ivoirienne de football, celui qui va diriger le football ivoirien pour les 4 années à venir. Touré et on attend donc la fumée blanche. Après la formation du nouveau gouvernement, place maintenant aux passations de charges. Roger Félix Adom a remis hier les documents du département qu'il dirigeait à Amadou Koulibaly, qui en assurera désormais la charge. Reconduit comme ministre de la Communication dans le nouveau gouvernement, Amadou Koulibaly hérite aussi du portefeuille de l'économie numérique. Ce matin, il a reçu les dossiers liés à ce portefeuille des mains de son prédécesseur, Roger Adom. Le ministre sortant exprime sa reconnaissance au président de la République et au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. À son successeur, Roger Adom présente les défis du secteur de l'économie numérique. Les défis sont nombreux. Nous avons besoin du numérique pour accélérer la transformation de notre économie. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont réellement perceptibles aujourd'hui, mais si on va aller beaucoup plus vite, si on veut accélérer, le numérique et le digital prennent tout leur sens. Et je suis persuadé que le ministre Amadou Koulibaly aura cette capacité-là. Je sais qu'il a beaucoup de talent. Dès sa prise de fonction, Amadou Koulibaly est fait commandeur de l'ordre du mérite de l'économie numérique. Il rend hommage à son prédécesseur pour avoir boosté le secteur de l'économie numérique à travers les réformes entreprises
acquis qu'il s'engage à capitaliser et à consolider en s'inscrivant dans la continuité. Des initiatives ont été prises par vous afin de réformer ce secteur et apporter des réponses aux problématiques qui sont complexes et nombreuses. J'arrive conforté et assuré que tous les acquis glanés durant votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisés, consolidés, parce que mon action s'inscrit dans la continuité. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique exhorte ses collaborateurs à œuvrer en synergie en vue de relever les défis. C'était le témoignage de Frédéric Oulaye et Mahama Traoré. Et au même moment, à quelques encablures de là, Laurent Tchagba, lui, recevait tous les dossiers afférents au ministère des Eaux et Forêts des mains de Richard Alain Donvaï en présence de Grace Kando. Tout à 14e étage. Ici, c'est le ministère des Eaux et Forêts. Le cabinet a désormais un nouveau locataire. Laurent Tchagba, anciennement ministre de l'Hydraulique, reçoit les dossiers de ce département ministériel des mains du sortant Alain Richard Donvaï. Je voudrais relever qu'en l'espace de 4 ans, nous avons pu obtenir des résultats à plusieurs niveaux. J'en citerai quelques-uns. La création de 2 directions générales, le passage régional de 12 à 24, l'augmentation du nombre de directions départementales, de cantonnements et de postes forestiers. En outre, grâce à la bienveillance et au soutien financier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu équiper nos services en outils informatiques, en équipement de bureaux, puis avons doté les services de matériel roulant. Il faut y ajouter des armes et des munitions. Nous sommes un corps paramilitaire, des gilets pare-balles et les GPS. Des acquis que le ministre Laurent Tchagba entend capitaliser. Le travail de la préservation de la forêt et de la faune est essentiel parce que c'est la forêt qui crée le microclimat et le microclimat qui permet l'évapotranspiration et cette évapotranspiration qui atteint la condensation et qui permet la pluie. Et quand il y a la pluie, c'est en ce moment qu'il y a l'eau dans les rivières. Et c'est tout cet ensemble-là que nous devons maîtriser avec la participation des uns et des autres. Désormais, ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba aura passé 4 ans à la tête du ministère de l'Hydraulique. Voilà donc pour les premières passations de charges au sein du gouvernement. On va changer de sujet. Comment va la vie sur nos cités universitaires? Comment va la vie dans nos campus, dans nos universités? Comment se fait la restauration des étudiants? Quels sont les besoins de ceux-ci? C'est ce chapelet de questions qui a conduit le ministre de l'Enseignement supérieur à faire un tour à l'université Houphouët-Boigny à la rencontre de cette élite de demain. Sephora Zegui a assisté aux échanges. Son compte rendu. Échange convivial entre les 21 organisations d'étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Adama Diawara, leur ministre de tutelle. Il est venu demander aux étudiants de relever avec lui les défis qui s'imposent à l'enseignement supérieur et à la recherche. Pour Sinclair Alla, le secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, cet échange avec Adama Diawara est bienvenu. Le ministre a évoqué plusieurs points, notamment l'engagement qu'il avait pris auprès de la communauté estudiantine et l'engagement du gouvernement. Et il est revenu sur les promesses du gouvernement, la promesse de l'ouverture des 2 nouveaux restos, celui de l'université Félix Houphouët-Boigny et de Nagui à Provence. Nous sommes heureux d'entendre un membre du gouvernement dire cela. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur des réformes qu'il compte entreprendre pour la redynamisation de son secteur. C'est des réformes qui sont contenues dans la loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, laquelle loi est actuellement en débat au niveau du Conseil des ministres. Les nouveaux bacheliers qui seront orientés dans les universités publiques qui auront droit à au moins 1 mois de cours de mise à niveau. Et il y aura également la transition intercycle qui sera soumise à test, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a la licence 3 ne va pas s'inscrire automatiquement en Master 1, mais il y aura un test de sélection pour canaliser, pour faire en sorte que ceux qui vont en Master soient à un nombre optimal compte tenu des capacités d'accueil et d'encadrement des universités. Donc on a un certain nombre de réformes comme ça qui vont commencer à être appliquées.
En marge de ces échanges avec les étudiants, Adama Diawara a fait un don en vivres et en numéraire d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Il veut ainsi leur permettre de rompre le jeûne pour les musulmans et venir en aide aux étudiants les plus démunis. Et ce qui nous permet de transitionner parfaitement, car nous sommes aujourd'hui au 22e jour du Ramadan. Le Ramadan, moment de piété par excellence, de prière et de solidarité. Une période pendant laquelle l'Alliance des associations et organisations féminines musulmanes est vraiment active. Là, pour la 8e année consécutive, l'Alliance a tendu la main aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies des différentes communes d'Abidjan en leur faisant de nombreux dons de vivres. Reportage Khalil Diomandé, Issa Chonayo. Des vivres composés essentiellement de riz et de sucre, remis aux veuves et aux nécessiteux musulmans pour les soutenir en cette période de jeûne. Ces actions de charité s'inscrivent dans le cadre de la 8e édition de la solidarité Ramadan. Je suis heureuse. Avec l'Éternel les jeunes, je remercie la main qui a donné. Que Dieu bénisse cette main qui a remis ces cadeaux. Les initiateurs se réjouissent d'accomplir ces œuvres caritatives depuis 8 ans. C'est le mois de partage et de solidarité. À cette occasion, nous voulons offrir quelque chose à nos frères et à nos sœurs. Nous profitons pour remercier le président de la République qui nous a offert des dons. Je profite pour dire à nos frères musulmans de faire plus de solidarité et puis vivre ensemble avec les autres confessions religieuses. On a besoin des grandes femmes en Côte d'Ivoire qui vont vraiment d'elles-mêmes décider d'initier ce genre de cérémonie qui parle que d'amour, partage, solidarité. Dans un pays sans amour, sans partage, sans paix, ce pays n'avance pas. Quand en cette période de pénitence, vous pensez à apporter votre aide aux démunis, votre mission ici est noble. Ce sont au total 175 familles qui ont bénéficié du programme Solidarité Ramadan, mis en œuvre par l'Alliance des associations et organisations féminines musulmanes. Les fidèles musulmans de Bouandougou, de Tienouboué et Marandala ont eux aussi reçu des vivres pour la suite du mois béni de Ramadan. Un don fait par le président de la République. Soro Corona, RTI Boaké, reportage. 9 tonnes de riz et 6 tonnes de sucre à la communauté musulmane des 170 villages des sous-préfectures de Marandala, Bouandougou et Tienouboué. Don du président de la République Alassane Ouattara pour soutenir les musulmans en cette période de pénitence et de jeûne. Le don est transmis aux bénéficiaires par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Les chefs cantons, de villages et les guides religieux traduisent leur gratitude au président de la République, don qui permet à de nombreux musulmans d'accomplir le 4e pilier de l'islam. Merci à Monsieur le Président de la République. Ce don va soulager nos populations qui en ont besoin en ce moment par ces temps de pénitence. Le représentant du ministre Moussa Sanogo indique que les dons sont destinés aux personnes vulnérables. Ces dons doivent atteindre un objectif. C'est quoi? Les populations vulnérables, soit on peut dire encore les nécessiteux. On veut que tous ces dons atteignent ces personnes. Le message du ministre, c'est la cohésion, la solidarité et c'est ça le message clé. Les élus et cadres demandent aux imams de multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. On voudrait rassurer son Excellence Alassane Ouattara que ces dons iront aux destinataires. Tous les chefs de village sont présents. Nous avons fait les paquets pour les différents villages et chaque village va avoir sa dotation. Chaque année, les musulmans des sous-préfectures de Marandala, Bouandougou et Tienouboué bénéficient de la solidarité du chef de l'État pendant le 5 mois de jeûne. Même contexte, même œuvre de générosité à l'endroit de ceux qui en ont besoin en ce mois de la charité. L'ONG Oukadema a choisi, elle, de sillonner de nombreuses familles dans les communes de Yopougon et Trècheville. TS, Touré Souleyman, qui en est le premier responsable, s'est dit heureux de faire plaisir aux indigents. Le reportage de Jean-Marc Djedji. Ce mois béni de Ramadan, période de partage et de pénitence, est mis à profit par Touré Souleyman, président de l'ONG Oukadema. Il fait des dons à l'endroit des populations les plus démunies. Dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier populaire de Mossikro et à Trècheville,
Ce sont des vivres et non-vivres qui sont distribués aux populations. Un geste qu'elle qualifie de salutaire en ces moments difficiles. Au sein de notre mosquée, nous avons beaucoup de veuves. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Vous voyez les femmes, elles sont toutes sorties, ne serait-ce que pour avoir un sac de riz et un paquet de sucre. Tellement la situation est difficile. Ce sac de riz donné aux femmes de la mosquée, vous pouvez comprendre comment c'est important. Nous disons merci infiniment pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse de ce quartier et en particulier les musulmans. Pour le donateur, soulager ses couches défavorisées en ce temps de jeûne musulman est une pratique recommandée par l'islam. Il a par ailleurs exhorté les populations à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'aujourd'hui on se déplace de ville en ville, de quartier en quartier pour faire du partage, notre leitmotiv, c'est parce qu'il y a un climat de paix qui prévaut. Nous profitons donc du mois de Ramadan pour aussi passer un message à la cohésion et au rapprochement. Mais c'est aussi l'occasion, pendant le mois de Ramadan, de rappeler les vertus de la vie sociétale. Comment être ensemble, partager les valeurs, accepter la différence. C'est tout ça le mois de Ramadan. Après Yopougon-Moussikro et Trècheville, l'ONG Ouakadémin entend étendre cette action aux villes de l'intérieur du pays. Voilà pour le chapitre Don de vivre en cette période de Ramadan. Jésus-Christ a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité d'entre les morts afin d'accomplir la rédemption de l'humanité. La résurrection qui parachève la vie et la mort de Jésus est le cœur de la foi chrétienne. Elle scelle la victoire de la vie sur la mort. C'est la Pâque et les chrétiens l'ont célébré le week-end dernier. Là, je vous emmène à Méagui, dans la Nawa. On va revivre cette magnifique fête de Pâques qui y a été célébrée. Jour de joie à Tiescro, dans la localité de Méagui. De nouveaux chrétiens passent par les eaux du baptême. C'est par ce rituel que la communauté évangélique des Assemblées de Dieu célèbre le deuxième jour de la Pâque. Les nouveaux baptisés et leurs guides spirituels réaffirment leur engagement à véhiculer des valeurs de paix et d'amour, des principes majeurs du christianisme. Nous voulons demander à l'ensemble du peuple de Dieu de s'engager pour le Seigneur. Que Pâques ne soit pas juste un jour où on chante, on mange, on danse, mais un jour où on se remémore du sacrifice que Christ a fait pour nous. À Niéti-Touagui, toujours à Méagui, se tient la Galilée édition 2022. Un moment de partage et de communion pour les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Ignace d'Antioche. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le Christ qui nous a donné rendez-vous en Galilée. Et c'est à cet effet que nous sommes là. La Galilée, c'est pour la mission, le début de la mission. Jésus invite ses disciples à se retrouver en Galilée pour le rencontrer. Et nous sommes là, dans ce village à Niéti-Touagui, avec tous les chrétiens, tous nos paroissiens, pour rencontrer Jésus, pour annoncer Jésus, le ressuscité, et vivre la Galilée, souhaiter la paix pour la Côte d'Ivoire. Le lendemain de la résurrection du Christ fut célébré avec allégresse par tous les chrétiens évangéliques et catholiques de la localité. Mission est donnée aux fidèles de propager la bonne nouvelle, celle de cultiver la cohésion religieuse et sociale pour une paix durable dans la région de la Nawa et en Côte d'Ivoire. Vive Paquinou, vive la Pâque 2023 et bientôt la fête de Ramadan dans quelques jours seulement. La fête, d'accord, mais il ne faut pas oublier que le coronavirus est toujours parmi nous. Il faut continuer à se protéger. Continuer à se protéger car les autorités sanitaires continuent, elles, d'enregistrer des cas. 6 nouveaux malades recensés hier. Et à cette date, la Côte d'Ivoire compte 81 881 cas confirmés, dont 16 cas actifs et 799 décès du fait de cette maladie à coronavirus. Protégeons-nous donc. Les bavettes ne sont plus obligatoires dans une certaine mesure, mais elles sont fortement recommandées. Et allez vous faire vacciner, c'est important.
L'école aussi, c'est important. Nos établissements scolaires, lycées et collèges, en plus d'être des lieux d'apprentissage, sont aussi des lieux de socialisation et de culture. Le système éducatif ivoirien est à l'étape des réformes, comme on le sait. Le personnel d'éducation continue donc d'être à l'œuvre, avec un impact visible sur le travail des apprenants. Un personnel d'éducation qui contribue donc à l'amélioration de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on va voir dans ce document que nous proposent Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. C'est la récréation ce matin au lycée Garçon de Bingéville. Dans le bâtiment de l'administration, au bureau du personnel d'éducation, règne une ambiance bon enfant. Ici, les inspecteurs et éducateurs scolaires s'activent. Suivi des dossiers de la scolarité, gestion des emplois du temps, entretien avec les parents d'élèves, des tâches au quotidien. En ce début d'après-midi, Marie-Mathilde est encore présente dans les classes à ce moment de la journée. Elle veille au respect du règlement intérieur de l'école. Vous gardez vos masques, vous restez fourrés tout le long de la journée. L'éducateur, il a un chronogramme d'activité en fait. Dès son arrivée en établissement scolaire, il démarre sa journée avec l'accueil des élèves, qui ne se fait désormais plus au portail, mais plutôt dans la cour de l'école. Il en profite pour faire un petit contrôle de l'aspect vestimentaire de l'élève. Surveiller, accompagner et administrer se résume en l'action du personnel d'éducation. Derrière ces vocables se cachent bon nombre d'enjeux et de situations. Calendrier scolaire perturbé, acte d'incivisme des élèves dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les inspecteurs d'éducation font leur état des lieux et expliquent. Les apprenants qui ne sont pas toujours obéissants, qui ont des difficultés familiales qui impactent sur le travail ici. Responsables d'établissements, enseignants, éducateurs, tous subissent l'indiscipline de leurs apprenants. Au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon, Gaëtan encadre des centaines d'élèves. C'est aussi depuis son bureau qu'il assure le suivi du travail de ceux qu'il appelle communément ses enfants. Au vu de leurs frasques, Gaëtan accuse. Il y a beaucoup, on est en formation professionnelle, qui savent pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont là. On essaie de les accompagner comme on peut, mais il y en a beaucoup d'autres qui, par contre, il faut vraiment courir derrière eux. En réunion de rentrée, on invite les parents pour qu'on se rencontre. Ceux qu'on reçoit en première année avec leurs parents. Mais les parents ne viennent pas. Ici, ce sont les bulletins de l'année passée que les parents refusent de venir retirer. J'ai devant moi 3 BT d'éco. Ceux-là, ils ont eu leurs examens, ils sont partis. Mais sur 12 élèves, il n'y a que 2 parents qui sont présentés pour prendre les bulletins. La question de l'impact du personnel d'éducation sur l'encadrement des élèves touche plus d'un. Les éducateurs sont pointés du doigt. La réaction de certains enfants sur le terrain, vraiment, ce n'est pas satisfaisant. Mais on ne va pas les blâmer tout de suite. Il faut d'abord les soutenir à la base. Malheureusement, on assiste même à des situations où ce sont les éducateurs eux-mêmes qui empirent la situation des enfants. Par exemple, ils vont même avec nos filles. Les éducateurs, ils ne font pas vraiment le travail qu'il faut. Parce que la preuve, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Si quelqu'un qui est suivi ne peut pas faire ce qu'on de la sorte. Pour moi, ils doivent se revoir les modes d'emploi, revoir les formations. Au lycée Djedji Amonji Pierre d'Adjamé, les élèves ont l'occasion de développer de nouvelles compétences tous les mercredis après-midi. La danse urbaine, le slam, les métiers de l'audiovisuel et de la mode sont au menu des séances. J'adore la mode, je veux percer dans ce métier. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir apprendre à l'école et envisager plus tard d'aller dans des agences. Grâce à ça, j'ai réussi à m'affirmer plus en classe, à parler sans gêne. Une alternative pour mettre les élèves dans de meilleures conditions de formation, selon Olivier. Si les établissements secondaires, même primaires, s'y mettent véritablement dans ce type d'activité, les jeunes apprenants n'auront pas le temps de pouvoir se livrer à la précipitation pour aller en congé, pour qu'on connaisse le cas de Bouembouesso comme on vient de le connaître, parce qu'ils auront de l'intérêt pour l'école. Malheureusement, c'est des types d'activités qui demandent beaucoup de moyens. L'Alliance syndicale du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, ACPESI, veut s'inscrire dans la vision d'une école de qualité. Mis souvent au banc des accusés, les éducateurs en milieu scolaire revendiquent une nouvelle définition des rôles et des contours de leur mission.
La fêtière veut en faire son cheval de bataille. Nous pensons que l'État aujourd'hui doit se pencher sur plusieurs éléments, parmi lesquels nous pensons qu'en premier, il nous faut revaloriser la note de conduite pour que le respect et la discipline s'installent dans les écoles, pour faire baisser le taux d'inadaptation, d'irrégularité. Il n'y a plus de kermesses, il n'y a plus de tournois interclasses. Et vous trouvez en fin de semestre ou de trimestre que les enfants sont laissés pour compte. Donc nous pensons qu'il faut revivre tout cela. La fonction d'éducateur est une profession peu ou mal connue selon les acteurs. Leur omniprésence est cependant remarquée dans le quotidien des établissements scolaires. Ce personnel d'éducation de Côte d'Ivoire a siégé durant 10 mois dans le comité scientifique des États généraux de l'éducation nationale. Objectif, donner un nouveau souffle au système éducatif ivoirien. Ce processus vient d'arriver à terme avec un contenu de 18 000 pages de réflexion. Éducateurs et inspecteurs d'éducation, tous fondent leur espoir en ces travaux initiés par le gouvernement. Contribution du personnel d'éducation à la réforme du système éducatif ivoirien, un travail abouti de Jean-Marc Djadji avec la collaboration technique de Joël Gomez et Magloire Coison. Allons-y à l'atelier. L'atelier de réflexion et de restitution de résultats provisoires d'enquête sur la migration Sud-Sud. Une enquête menée par le MIDEC et l'Institut de la bonne gouvernance, du développement, de la prospective. Elle a été réalisée sur la question liée aux enfants, aux revenus, aux flux et transferts de ressources sur le corridor Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Explication, Serge Pacom Didi, Franck Quadio. Un atelier de réflexion et de restitution de résultats provisoires d'enquête sur la migration sud-sud mené par le MIDEC, projet de recherche sur la migration, des résultats d'enquête. Des enquêtes réalisées sur les questions liées aux enfants, aux revenus, aux flux et transferts de ressources entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'objectif de ces recherches-là, c'est d'abord, dans un premier temps, renforcer cette intégration sous-régionale, renforcer cette intégration régionale sud-sud qui permet effectivement à chaque pays de destination et à chaque pays d'origine de bénéficier des richesses de ces formes de mobilité-là. La communauté burkinabé est une forte communauté vivant ici en Côte d'Ivoire et nous sommes impliqués pratiquement dans tous les secteurs d'activité de ce pays. Ce projet quand même tient vraiment à travailler et ces résultats permettront, nous en tant que communauté burkinabé, de pouvoir travailler afin de pouvoir aussi améliorer les conditions de vie de nos compatriotes ici en Côte d'Ivoire. Le volet académique des recherches est assuré par l'Institut de la bonne gouvernance, du développement et de la prospective IGDP qui réunit en son sein des universitaires, des enseignants, chercheurs et des statisticiens. Au nombre des résultats provisoires restitués par le MIDEC figurent des stratégies de mise en œuvre des activités de réduction des inégalités sociales, l'amélioration et enrichissement des rapports entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette activité qui vise à répondre aux défis du développement durable bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La communauté pense qu'un enfant, c'est une main-d'œuvre qu'elle peut employer, tout ça. Donc il faut faire une démarcation, un travail socialisant et puis un travail dangereux. Et aussi la communauté internationale aussi fait des amalgames à ce niveau. Donc il est bien clair que quand le projet s'intéresse à ces genres d'activités-là, c'est vraiment important. Rentabiliser la migration sud-sud autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Burkina Faso, aboutir au développement économique, renforcer l'intégration culturelle et sociale entre la Côte d'Ivoire et son voisin du Nord sont les résultats attendus. Je vous emmène dans le Bouéké, précisément à Saoundi, sous-préfecture de Diabo-Languibonou. Le village était récemment en fête à l'occasion de l'inauguration de son centre polyvalent flambant neuf. Une fête qui a vu la participation des filles et fils et des cadres de la localité et de plusieurs autres personnalités. Kandia Camara y était même représenté. C'est ce que nous rapportent Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Saoundi, village à 7 km de Languibonou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. On y retrouve le peuple Gblo-Blé du canton Gblo du groupe Baoulé. Ce village a fière allure et fait la fierté de ses habitants. On vit bien, il y a l'eau, il y a le courant, il y a tout. À Saoundi, ici, on se sent bien. Ici, les jeunes et les femmes ne chôment pas en matière d'activités génératrices de revenus. Les infrastructures de base sont visibles. Pour consolider ce progrès amorcé par la mutuelle de développement de Saoundi, l'ambassade de la République populaire de Chine sollicitée
fait don d'un foyer polyvalent. Objectif, maintenir l'union, le vivre ensemble et la paix dans la localité. Avec cet édifice, on peut se réunir, échanger et puis bâtir les plans de développement du village. Permettre de maintenir la jeunesse au village, de leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus pour que la jeunesse aussi puisse tirer sa part du processus de développement engagé par le pays sous la gouvernance du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. D'une valeur de 74 millions de francs CFA, ce foyer est de type R+1. Il comprend une salle de réunion de 300 chaises assises, 4 bureaux, des toilettes, une bibliothèque et un projecteur pour toute activité de formation. Une infrastructure jugée d'intérêt par le représentant du parrain, Assaoré Conan Jacques. C'est un bel édifice qu'on nous offre. Et chez nous, la difficulté, effectivement, c'est le service après-vente, comme on le dit. Un bel édifice comme ça, je demanderais aux parents d'en prendre soin pour que d'autres villages aient le privilège d'en bénéficier. Le représentant de la ministre d'État, Kandia Camara, patronne de la cérémonie, a traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à la Chine. Cet important édifice vient témoigner de toute la vitalité de nos relations bilatérales de coopération d'amitié avec ce grand pays depuis l'établissement de nos relations diplomatiques. C'est pour cette raison que je voudrais, au nom de la ministre d'État, exprimer et réitérer nos sincères remerciements et notre gratitude au gouvernement et au peuple ami de la Chine pour cette importante contribution au bien-être et à l'épanouissement des populations de Saoudi. Le canton Glo se compose des tribus Mamalan, Blé et Atinjra, couvrant 113 villages, constituant la sous-préfecture de Diabo-Languibonou. Ces cadres veulent faire du canton une localité développée où il fait bon vivre. Je vous le disais en titre, le Parlement nigérien a adopté hier vendredi le projet de loi déjà approuvé le 4 mars dernier en Conseil des ministres. Le but est de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes au Niger et dans la région du Sahel. Les forces spéciales européennes jusqu'alors basées au Mali vont être redéployées sur le sol nigérien. C'est donc officiel. Une partie de quelques 2400 soldats français de l'opération Barkhane et les 900 forces spéciales européennes Takuba qui doivent quitter le Mali vont être redéployés au Niger dans les prochains mois. Renversé le 5 septembre dernier par un coup d'État militaire dirigé par les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya, l'ex-président guinéen Alpha Condé est désormais libre. C'est un communiqué du régime militaire qu'il a annoncé hier soir à la télévision nationale. Alpha Condé peut donc recevoir qui il veut. Le communiqué indique aussi que l'ancien président restera au domicile privé de son épouse en attendant l'achèvement des travaux de construction de sa résidence privée. Demain encore, je serai chez vous dans vos résidences privées, si vous le voulez bien.